Je vous propose qu'on reprenne doucement pour ne pas prendre de retard. Tout de suite, petite information logistique. Nous sommes désolés, on n'avait pas les moyens d'inviter tout le monde à manger à midi. C'est pour ça qu'on vous a proposé un pique-nique où il y a des restaurations rapides autour du palais de région. Voilà. Et cet après-midi, on redémarrera à 14h45, 13h45, 2h moins le quart, sans faute, de façon à ne pas prolonger la journée. Alors, pour compléter ce qu'on a vu déjà ce matin, on a déjà pas mal abordé le sujet. Il nous a semblé intéressant d'essayer d'appréhender, parce que c'est pas si simple que ça, et puis j'ai pas non plus une vision nécessairement de tous les soignants qui lisent des directives anticipées, mais de voir quand on est soignant, et personnellement, moi j'étais réanimateur, donc un certain nombre de fois, on a été confronté à des directives anticipées qui avaient été écrites par des patients. Qu'est-ce qu'on attend de ces directives anticipées? Clairement, c'est un éclairage sur les souhaits du patient qui concerne ses soins, alors qu'il ne peut plus s'exprimer. Ça, j'allais dire, c'est la loi, avec quand même pour compléter les petites ambiguïtés législatives que Christine nous a abordées tout à l'heure. Il est à la fois dit dans la loi de 2016 qu'elles sont opposables, qu'elles s'imposent aux médecins, sauf sous certaines conditions qu'on a déjà vues et qu'on reverra. Mais dans une deuxième partie du texte, il est dit le médecin prend connaissance des directives anticipées. C'est-à-dire, c'est pas s'il y a des directives anticipées, elles s'imposent à lui à ce moment-là. Et finalement, prend connaissance en vue d'une réunion collégiale qui permettra de prendre une décision sur une interruption ou sur une poursuite des traitements. On l'a vu déjà avec Christine, c'est quoi la capacité de s'exprimer de quelqu'un? Quelqu'un qui est dans le coma, on comprend très bien qu'il ne peut pas s'exprimer. Mais quelqu'un qui a des troubles cognitifs, quelqu'un qui est dans un état aigu, quelqu'un qui aurait écrit dans ses directives anticipées, notamment s'il est insuffisant respiratoire, qu'il a déjà fait plusieurs décompensations, la prochaine fois que je fais une décompensation, je ne veux pas être intubé. Et qu'il est très hypoxique, il manque beaucoup d'oxygène dans son cerveau, et qui dit intubez-moi, intubez-moi. Est-ce qu'on va dire ah ben, il n'est pas en pleine possession de ses moyens, et donc c'est ce qu'il a écrit qui prévaut, donc je ne l'intube pas? Ou est-ce qu'au contraire, je vais dire bah, peut-être, mais il est en train d'exprimer quelque chose, ça surpasse ce qu'il a écrit il y a un an dans ses directives, et donc je n'écoute pas. Alors bien sûr, on peut toujours se débrouiller avec cette fameuse phrase des exceptions, on est dans l'urgence. Ben oui, mais enfin, dans l'urgence, là aussi, il y a l'urgence préméditée, prévisible, et l'urgence imprévisible, qui doit laisser du temps à une réflexion sur ce qu'on va faire. Donc finalement, les directives anticipées, elles contribuent plus à un faisceau d'arguments qui va orienter la prise de décision collégiale. Et ça, je crois que c'est vraiment comme ça qu'il faut les voir. Les problèmes, c'est qu'elles sont souvent très floues et vagues, et du coup, très limitées dans leur intérêt. Quelqu'un qui, on le reverra tout à l'heure, mais qui écrit « Je ne veux pas d'acharnement thérapeutique », bah ouais, mais moi, ça m'éclaire pas beaucoup. C'est quoi l'acharnement thérapeutique dans ce contexte? Et quand elle ne porte que sur des actes, vous connaissez tous, on y reviendra aussi, je ne veux pas être transfusé, mais on l'a vu tout à l'heure, mais je ne veux pas être intubé, je ne veux pas être ventilé, je ne veux pas être dialysé, je ne veux pas, etc. Généralement, on peut considérer qu'elles sont inappropriées parce que jamais, longtemps à l'avance, quand on n'est pas porteur d'une maladie évolutive, on ne peut prévoir de quel acte on aura besoin. Et puis en plus, comment savoir si le souhait du patient, quand il a écrit ses directives anticipées, sont toujours celles qui sont d'actualité? Et ça, c'est une vraie complication. Comme je vous disais en début de matinée, ça pose des problèmes sur l'autonomie. Élodie nous l'a bien dit tout à l'heure. C'est quoi la liberté et l'autonomie du patient? C'est celle qu'il a écrit dans ses directives, ou c'est celle de pouvoir s'exprimer et de pouvoir dire jusqu'au dernier moment ce qu'il souhaiterait? Sur sa compétence,
Ça veut dire quoi? J'ai horreur de ce terme de compétence des patients. C'est quoi un sujet compétent? En quoi, moi, je suis compétent pour dire ce dont j'aurais besoin, peut-être, j'espère, dans 20 ans, quand je serai en train de mourir? Je n'en sais strictement rien. J'espère qu'il y aura autour de moi des médecins plus compétents que moi à ce moment-là pour prendre des décisions. L'incertitude, personne ne peut savoir ce qui va lui arriver. Le refus de l'obstination déraisonnable, globalement, c'est 90% des directives anticipées. Déjà, il n'y a pas beaucoup. Hein. En fonction des chiffres, on est à 16-20% des gens qui auraient écrit, parfois sous la contrainte, parce que sinon ils ne rentraient pas en EHPAD, leur directive anticipée. Voilà. Et dans les directives anticipées, c'est je ne veux pas d'obstination déraisonnable, je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. Et puis, je ne veux pas souffrir. C'est la belle affaire, parce que tout ça, c'est déjà dans la loi. La loi nous interdit de l'obstination déraisonnable. La loi nous interdit, enfin nous oblige de traiter la souffrance des gens. Alors je vous mets une directive anticipée, elle est peut-être pas très très lisible. Je surligne simplement, vous voyez, pas d'acharnement thérapeutique, pas de souffrance. Il n'y a que ça dans ce que cette brave dame a écrit, à part peut-être qu'elle dit « je suis bien dans mon EHPAD ». Et ça, finalement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'elle me dise « je suis bien dans mon EHPAD ». Parce que si je suis capable de la soigner et qu'elle revienne dans un état qui pourra lui permettre de vivre dans son EHPAD comme elle vit maintenant, eh ben je sais ce qu'il faut que je mette en face comme moyen. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, et du coup, ça ne devient pas déraisonnable de la soigner. Donc, bon, l'obstination déraisonnable, elle est dans la loi, on l'a vu répéter. Tout ce qui est inutile et disproportionné, et l'obstination, c'est de refuser de façon butée de s'avouer vaincu face à la maladie et face à la mort. Le problème, c'est qu'on a souvent accusé les soignants, les médecins, d'obstination déraisonnable. C'est vrai qu'il y a des médecins qui vont jusqu'au bout parce qu'ils considèrent comme un échec la mort du patient. Mais on est de plus en plus confronté à des familles qui nous obligent à des obstinations déraisonnables parce qu'ils ne souhaitent pas laisser mourir. Et l'obstination, quand elle est raisonnable, elle est plutôt bienveillante. Heureusement qu'on a de l'obstination pour soigner les gens et pour essayer de les sauver. Mais la question, c'est à partir de quand est-ce que notre entêtement devient déraisonnable? Et ça, ni la loi, ni la science, ni la culture ne peuvent nous guider exactement pour définir la limite du raisonnable. Et souvent, on se trouve confronté à des différences de culture. Ce qui peut nous paraître raisonnable à nous, dans une autre culture, dans une autre religion, dans un autre pays, sera totalement déraisonnable, quelle qu'en soit la cause. Les obstinations déraisonnables, elles sont aussi multiples. Bien sûr, là, je vous ai mis une photo d'un patient en réanimation entouré de tellement de machines qu'on ne voit presque plus le patient. On comprend tout à fait dans le domaine de la réanimation ce qui est déraisonnable. Mais de temps en temps, c'est l'alimentation et l'hydratation qui devient déraisonnable quand elle ne sert qu'à maintenir en vie de façon artificielle les gens. Au niveau oncologie, on le voit, le nombre de lignes de chimiothérapie qui sont de façon déraisonnable prescrites parce qu'il faut absolument faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas rester inactif, parce que peut-être qu'un miracle va se... Des formes de contention, qu'elles soient médicamenteuses ou physiques. Parfois même la toilette peut être déraisonnable. Quand une toilette, les derniers jours de vie, entraîne des douleurs et des souffrances, etc., à condition bien sûr que le patient ne soit pas souillé, etc., est-ce qu'on est obligé d'imposer une toilette quotidienne ou multiquotidienne à quelqu'un qui la refuse et qui ne la veut pas? Et donc, ce sont des fois, l'obstination déraisonnable, elle peut être dans des tout petits gestes du quotidien et il faut savoir se poser des questions. Le refus de certains actes, généralement, les techniques, elles ne sont pas connues par les gens. Si je parle à quelqu'un qui n'est jamais rentré dans un hôpital, de ce qu'est un respirateur, une trachéotomie, une sonde d'intubation, une ventilation non invasive au masque, et il est incapable de faire la différence. Alors bien sûr, je peux lui expliquer, mais comment est-ce qu'il va pouvoir être apte à me dire oui, ça je veux pas. Finalement, les techniques et les actes n'ont un sens que si elles ont un objectif thérapeutique. En soi, un acte n'est qu'un moyen, c'est pas un but. Je ne prends pas quelqu'un pour l'intuber, je prends quelqu'un pour le faire passer le cap aigu d'une décompensation respiratoire et je suis obligé de l'intuber. Et finalement, ce refus de certains actes, il n'a de sens que dans le cadre de certaines maladies évolutives. On comprend très très bien que quelqu'un qui est atteint d'une insuffisance respiratoire chronique, d'une SLA, etc., dise « moi, il y a un cap que je ne veux pas franchir ». Et encore,
Il y a certains patients qui ont pu exprimer, je pense notamment à un monsieur qui avait une SLA et qui dit, moi le jour où je ne peux plus faire ma toilette intime, je ne veux plus, je veux qu'on arrête parce que c'est plus possible. Et puis finalement ce jour arrive et puis les aides-soignantes font ça très bien avec beaucoup de bienveillance, etc. Et puis finalement il dit, bah finalement je peux l'accepter, je peux passer un cap au-dessus. Il l'aurait écrit dans des directives et il n'aurait pas été en capacité d'exprimer que faisait-on, quelle décision pouvait-on prendre. Alors je vais vous raconter une histoire, mais on l'a déjà presque raconté ce matin, qui est tellement banale cette histoire. C'est une dame qui est dans un EHPAD, bon peu importe, elle a 84 ans. Un jour, on lui fait écrire ses directives anticipées et elle répond non à tout. C'est-à-dire, si elle a un arrêt cardiaque, elle ne veut pas être massée. Si elle a une détresse respiratoire, elle ne veut aucune assistance respiratoire, ni même de la ventilation non invasive. Elle ne souhaite pas être dialysée et elle met en plus, je ne souhaite pas d'acharnement. Comme ça, tout est ficelé, tout est clair. Malheureusement, cette dame, elle fait une détresse respiratoire la nuit. L'aide-soignant qui est seul pour l'EHPAD appelle le SAMU. Le SAMU l'amène aux urgences, où on respecte, elle n'a pas été intubée d'emblée, etc. Mais finalement, transportée aux urgences, il s'avère qu'elle est très, très en manque d'oxygène et un gaz carbonique est très élevé. Et il faut lui faire de la ventilation non invasive. Il ne faut pas l'intuber, il faut juste lui mettre un masque et qu'une machine l'aide à respirer. Sauf que, je vous rappelle, diapo précédente, elle l'a refusé. Elle a dit non. Que fait-on? Ça pose la question. Est-ce qu'on lui repose la question? Est-ce qu'elle va dire oui? Est-ce qu'elle va dire non? Dans l'état où elle est, est-ce qu'elle est apte? Parce qu'elle est très, très hypoxique, très hypercapnique. Finalement, il est décidé, outre, parce qu'on est dans l'urgence, parce qu'on est, etc., parce que ça, de lui faire de la VNI. Elle s'améliore, elle revient, elle retourne à son EHPAD. À quoi ont servi les directives anticipées qu'elle avait écrites avant? Où elle refusait la VNI. Preuve que définir sur des actes simples, ça ne rime à rien. Je vous ai pris une liste que j'ai trouvée sur Internet, de je ne sais pas quel site sur les directives anticipées. Vous avez tout. Vous avez tout, vous pouvez tout refuser. La trachéotomie, si c'est l'évolution de votre insuffisance respiratoire ou si vous êtes piqué par un hyménoptère et que vous avez un œdème et qu'il vous faut 48 heures pour que l'œdème cesse, la trachéotomie, elle n'a pas le même sens et c'est pourtant le même acte qui est réalisé. La dialyse, si vous avez une insuffisance rénale aiguë ou une insuffisance rénale chronique évoluée, ce n'est pas la même chose. Le transfert en réanimation, ça veut dire quoi? On peut tout faire en réanimation ou rien d'ailleurs. Juste surveiller. Une intervention chirurgicale, laquelle? Et puis alors là, ce qui m'a fait hurler de rire, c'est l'administration de médicaments destinés à prolonger la vie. Moi, j'aimerais bien les connaître, ces médicaments, parce que je les prendrai tout de suite pour essayer de vivre encore quelques temps en plus. Non mais, vous voyez bien l'absurdité de tel geste. Et finalement, bien dans notre société, on confond, vous réfléchissez, vous verrez qu'il y a plein d'exemples, pas uniquement dans le domaine de la santé, où on confond les buts et les moyens. D'ailleurs, c'est très vrai pour les indicateurs de qualité, par exemple. On confond l'indicateur et le but de pourquoi l'indicateur a été décidé. Style les solutions hydroalcooliques. La consommation de solutions hydroalcooliques serait un témoin de bonne hygiène du service. Moi, les solutions hydroalcooliques, je la fais verser dans les cabinets, comme ça j'ai le meilleur taux de lutte contre les infections nosocomiales. C'est stupide. Donc, cette confusion des buts et des moyens, elle existe pour les soignants. Et pour certains soignants, la technique est le but à obtenir. Et malheureusement, c'est vrai pour les plus jeunes, c'est vrai pour les plus cow-boys, c'est vrai pour etc. Et il faut intuber, il faut dialyser, il faut faire des trucs. Mais de plus en plus pour les patients et pour leurs proches. Et on fait fantasmer, notamment certains films ou certaines séries, font fantasmer les gens sur des réveils de coma au bout de X temps, sur des guérisons de maladies plus ou moins miraculeuses. Que dire des directives anticipées quand elles s'opposent à la personne de confiance? Alors on l'a vu, elles prévalent sur tout autre témoignage non médical. Mais voilà, c'est pas toujours très simple. Et l'important, c'est de faire comprendre le rôle de la personne de confiance, qui n'est là que pour exprimer la parole de la personne qui ne peut plus s'exprimer, et non pas son avis à elle, et surtout sur l'importance de respecter le souhait des patients. Je vous donne un exemple là aussi de directive, pas si elles sont très lisibles de loin, mais pour une fois, c'était des directives anticipées qui étaient parfaitement bien écrites, qui étaient parfaitement cohérentes avec la situation du patient, puisqu'il a écrit,
il a eu un éclair de génie. Si un jour je me retrouve dans un coma irréversible, avec des séquelles, etc., je ne souhaite pas qu'on prolonge la réanimation. Manque de bol, il est tombé, il s'est fait un hématome dans la tête, il ne s'est jamais réveillé, etc. Donc, clairement, avec ces directives, on se pose la question de faire une réunion collégiale pour arrêter les traitements. Et on convoque la famille et la fille dit « Moi, je suis la personne de confiance et je ne suis pas d'accord. » Ben oui, mais ce n'est pas à vous d'être d'accord. Enfin, on ne le dit pas comme ça, mais on essaie d'arrondir les angles. Et puis finalement, en lui disant « Mais est-ce que vous vivrez bien en n'ayant pas respecté la volonté de votre père, etc. » Finalement, 24 heures après, elle est revenue en disant « Vous avez raison, j'ai réfléchi, etc. » Parce que c'est un temps, c'est normal de ne pas être d'accord pour laisser mourir son père quand on est un enfant aimant, ou l'inverse, mourir ses enfants quand on est des parents aimants. C'est pour ça qu'il faut que la personne de confiance ne soit pas quelqu'un qui vous aime, mais quelqu'un qui ait tout compris à ce à quoi vous pensez. Faut-il les respecter toujours, les directives anticipées? On l'a vu, hein, elles s'imposent sauf en cas d'urgence et sauf en cas où elles seraient inappropriées. Globalement, les directives anticipées s'imposent, sauf quand le médecin n'est pas d'accord pour les suivre. On peut toujours trouver une bonne interprétation qui fait qu'on était dans l'urgence, qu'elles n'étaient pas appropriées, qu'était ça, pour ne pas les suivre. Donc finalement, on peut en faire ce qu'on veut. Je vous propose ces directives, elles ne sont pas vraies, c'est moi qui les ai écrites, mais où un patient, clairement, quelques temps avant une tentative de suicide par injection d'insuline, dit ben voilà, moi tel jour, telle heure, je mettrai fin à mes jours en m'injectant une dose d'insuline. Si jamais le SAMU arrive et que je respire encore, que je ne suis pas totalement mort, je ne veux pas qu'on me réanime. Globalement, ce sont des directives anticipées totalement recevables. Que fait le médecin du SAMU? Eh ben, c'est un cas de conscience énorme. Est-ce qu'on respecte ces directives anticipées? Est-ce qu'on considère qu'on est dans l'urgence et qu'elles sont inappropriées, donc on va injecter juste du sucre? C'est pas grand-chose, hein, et ça y est, le problème est réglé. Que faire? C'est un véritable sujet. Il y a un étudiant du DU d'éthique il y a quelques années qui avait fait son mémoire dessus, qui avait interrogé des médecins, urgentistes, réanimateurs, etc., pour savoir ce qu'ils feraient. Et ce qui est assez original, c'est que la réponse des médecins était de dire à titre personnel, je ne ferai rien, je respecterai les directives anticipées. À titre professionnel de médecin, j'agirai et je sauverai la personne. Les médecins sont schizophrènes. Directives anticipées, quand les prendre au sérieux, quelle est la pertinence de ce qui a pu être déclaré à un moment, quand quelqu'un a pu écrire à 20 ans quelque chose qui en est 40 ans plus tard? À une époque, elles étaient limitées dans le temps, maintenant elles ne sont plus limitées. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres supports d'expression que des écrits? Ça a été évoqué dans l'avis du CCNE sur la fin de vie. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des visios quand Élodie parlait tout à l'heure, il faut se raconter. Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que je préférais, c'est savoir comment la personne vivait et souhaiterait vivre et continuer à vivre pour prendre une décision. Et quoi de mieux que des photos, une vidéo, un discours, plutôt que d'écrire je veux être réanimé ou je ne veux pas être réanimé. Ça ne m'apporte rien parce que je ne sais pas pourquoi le faire. Alors là, je vous montre directive réelle, directive anticipée. Moi, je vous épargne les fautes d'orthographe. Moi, sous-signé sain de corps, bof, et d'esprit, rebof. Ça commence bien sur le sérieux des trucs. Ne pas vouloir de réanimation et surtout pas d'acharnement thérapeutique. Voilà, c'est clair. Pas d'avis d'obsèques, bon, etc. Bon. Qu'est-ce qu'on en fait de ces directives? On le soigne ou on ne le soigne pas, ce monsieur? On le met en réanimation ou on ne le met pas en réanimation? Est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est pas sérieux? Que dire de ces directives anticipées-là? Est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est pas sérieux? Le jour où vous êtes fait tatouer quelque chose, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Hein, c'est clair. Ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je n'ai pas d'exemple en France de personnes qui se soient fait tatouer ce genre d'injonction aux équipes médicales. Mais ça pose un vrai problème. Est-ce qu'on en tient compte? Les directives anticipées qu'on attend, moi je pense qu'elles doivent plus informer sur les souhaits de vie jusqu'à la mort plutôt que sur les conditions de mort en fin de vie. Moi je préfère, j'ai un exemple qui m'a marqué, mais pour toute ma vie,
C'est un patient qui est rentré dans le service de réanimation suite à une intervention sur l'œsophage, qui s'est mal passé, qui était très compliqué, etc. Et alors, il n'avait pas écrit de directive anticipée, mais sa femme m'a dit une phrase qui est ça, je ne sais plus, on devait être au mois de novembre, décembre peut-être. Et elle m'a dit, son seul espoir quand il est rentré pour se faire opérer, c'est d'être suffisamment bien rétabli pour pouvoir manger ses fraises sous son tilleul. Manger ses fraises sous son tilleul. Ben pour moi, rien que l'odeur des fraises au printemps, là, on commence à les voir, l'odeur du tilleul au printemps, de ça. Mais pour moi, c'était suffisamment motivant pour mettre. Moi, je savais quel moyen thérapeutique j'allais mettre en face. Peut-être marcherait-il, peut-être ne marcherait-il pas. Mais ça n'était pas déraisonnable d'arriver. Et ce monsieur, on a réussi à le faire sortir. Il est rentré chez lui. Il a pu manger par la bouche, parce que le problème, c'était pas par une gastrostomie. A pu manger ses fraises. Et ben voilà, c'était pas déraisonnable. Sa femme m'aurait dit, vous savez, il n'attendait plus rien de la vie, vu dans l'état dans lequel il est, s'il ne peut plus manger et s'il ne peut plus boire, de toute façon, ben, ouais. Peut-être que c'était moins motivant pour choisir des thérapeutiques un peu plus fortes. Donc finalement, c'est plus ce souhait de vie qui importe. À une époque où il n'y avait pas encore de directive anticipée, mais il y avait des médecins généralistes qui avaient du temps et qui venaient voir leurs patients en réanimation. Il y en a un, une fois, qui est venu, un médecin généraliste de campagne, et puis il y avait un de ses patients qui était là, qui avait une artérite, qui s'était fait. On avait commencé à lui couper les pieds, les jambes, les trucs, vous voyez un peu les amputations dramatiques, etc. Et au final, le médecin, quand il sort de la chambre, il a vu, il était dialysé, enfin bon, ça allait pas. Et il me tape comme ça de ce coude, j'ai encore le coude de son coude dans mes côtes. Il me dit, tu sais, toute sa vie, c'était la chasse, les banquets avec les copains, etc. J'ai compris. On n'a pas poursuivi plus. Le choc septique suivant, etc., eh ben on a limité les thérapeutiques et puis on a arrêté les choses. Je n'avais pas besoin d'une personne de confiance qui me dise autre chose. Je n'avais pas besoin d'une directive anticipée. C'était suffisant pour savoir ce que j'avais à faire. Quelle vie souhaite la personne? Quelles sont ses valeurs de vie, ses plaisirs, ses envies? Et elles sont différentes à tout âge. Moi, quand j'avais 20 ans, j'avais qu'une envie, c'était de voler en parapente et de trucs. Maintenant que je suis vieux, j'ai qu'une envie, c'est de voir grandir mes petits-enfants. Elles ne sont pas les mêmes en fonction de l'âge. C'est pour ça qu'il faut les réécrire, ces directives anticipées. On a parlé tout à l'heure du chronos, parce qu'il faut du temps pour les écrire. Il faut du kairos, parce qu'ils font le beau moment pour les écrire. Mais il faut le troisième temps des Grecs aussi, qui était l'aium, qui est de les remettre sur le tapis toutes les saisons, tous les ans, tous les 6 mois, en fonction de nos évolutions. Et puis, pourquoi ne pas s'exprimer par vidéo? On en a parlé tout à l'heure. Voilà, et puis pour finir, ça rejoint un petit peu les préoccupations tout à l'heure. Voilà mes directives anticipées, parce qu'à force de les écrire, de les déchirer, de ne pas savoir ce que je mettrai dedans, moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est que le jour où je suis complètement... j'ai perdu toute capacité cognitive, voire même surtout parce que c'est ma hantise que je devienne agressif vis-à-vis de mes proches, vis-à-vis des soignants, vis-à-vis de tout ça, mais surtout, arrêtez ma vie si la loi m'y autorise. Sauf que visiblement, dans le projet de loi, ça n'y sera pas. Et je comprends pourquoi ça n'y sera pas, parce que si toutes les personnes disaient la même chose, il n'y aurait plus besoin d'EHPAD. Hein. Donc la question, c'est que faire? Que faire par rapport à cette demande et par rapport à cette acceptation de la matière? Voilà, j'ai essayé de vous éclairer un tout petit peu sur la lecture des directives anticipées vues par le médecin. Ce n'est pas toujours très simple et je vous remercie. Je sais pas, on a le temps pour une ou deux questions. Oui. Oui, moi, merci pour ton exposé. Moi, je suis simplement surprise, et heureusement, tu en as parlé à la fin, que les directives anticipées, c'est toujours du négatif. Ouais. Moi, mes directives anticipées, c'est le positif. Je voudrais être accompagnée, je voudrais être aidée, je voudrais être aimée, je voudrais voir ma famille. Et si je ne peux plus, on pourra envisager quelque chose. Mais quand on lit les directives anticipées qui sont recommandées, qui sont écrites à l'Internet, c'est toujours négatif. Et ça, je trouve ça terrible. Et ça, je pense que ça ne donne pas envie aux gens de les écrire. Oui, alors peut-être que ça rejoint, c'est des antécédents de la loi de 2005, où il était clairement dit ce que vous refusez. Et c'était... Alors que l'évolution de 2016, elle ouvre quand même le champ un petit peu. Et dans
dans les textes, dans les formulaires qui sont sur l'HAS ou sur le ministère, etc., il n'y a pas, un petit peu, il y a quelques pages, si vous désirez la présence ou l'absence de quelqu'un, si vous désirez de la musique, si vous désirez des trucs, mais bien sûr. Oui, mais c'est presque plus une volonté, des souhaits de la toute fin de vie que des... Parce que finalement, ces directives anticipées, elles peuvent concerner plusieurs mois d'existence. Elles ne sont pas uniquement... Oui. Moi, j'ai une question sur le support. Est-ce que actuellement c'est que l'écrit qui est validé et tout médecin doit de rechercher un support écrit éventuel de directive anticipée en fait? Ouais, c'est pas au médecin nécessairement, c'est aux soignants, c'est à l'équipe soignante. C'est d'ailleurs ce que vérifie théoriquement quand pour la certification des établissements, etc. L'obligation d'un établissement, l'obligation d'un soignant, l'obligation d'un médecin, etc., c'est de s'enquérir sur l'existence de directives anticipées et de où elles sont pour pouvoir les avoir le moment venu. Ce qui a été traduit par certains établissements par c'est une obligation de les faire écrire, comme ça on est sûr qu'on les a. Quitte à faire écrire n'importe quoi pour ça. Mais voilà, ça c'est un autre problème, on en parlera secondairement. Mais c'est un devoir de savoir si elles existent. Ça c'est clair. Et si elles n'existent pas, de proposer, ça aussi c'est un devoir, de proposer d'aider à les écrire. Ce qui là pose d'autres problèmes parce que, on l'a vu, ça demande du temps, etc. Moi j'ai assisté à une thèse de médecine générale où des médecins généralistes ont répondu en chœur. Nous, on n'est pas là pour faire ça parce qu'on n'est pas payé pour le temps qu'il faut pour écrire des directives anticipées. Voilà, on est dans l'éthique. Mais après, je me mets à leur place. Ils sont débordés, ils n'ont déjà pas le temps de voir tous leurs malades. Peut-être qu'il faut créer des aides, des gens, des associations pour écrire des directives anticipées. Oui, François. Tu évoquais tout à l'heure quand penser à sa fin de vie, on pourrait se dire dès le début. Ah oui. Quand parler de la fin de vie à tout moment, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. La vraie difficulté, c'est quand parler de sa fin de vie. De sa fin de vie à soi et finalement avec qui. Et est-ce que le soignant est le bon interlocuteur? On parle de glissement de tâches ou de confier des tâches à d'autres. Est-ce que ça ne serait pas le moment de réfléchir à qui est le plus apte à recueillir les directives anticipées? Parce que c'est faire une grande violence que de les recueillir à l'entrée en institution médico-sociale. Donc évidemment, il faut trouver un autre moment, avant ou après, mais certainement pas au moment de l'entrée où on pense déjà à la sortie. Donc, qu'est-ce que tu nous conseillerais là? Oh, moi, rien. Moi, je pense qu'il faut en parler. Il faut déjà commencer par en parler beaucoup. C'est comme le don d'organes, c'est ça. Moi, je suis pour. On a des médias et des médias qui sont malheureusement stupides. La télévision, tout le monde regarde la télévision dans son canapé à 19h. Je sais pas quoi. Plus belle la vie. C'est là où il faut quelqu'un qui dise et toi, qu'est-ce que tu veux pour ta fin de vie? Et toi, tu veux les donner, tes reins, etc., de façon à ce que les personnes puissent en discuter entre eux. Moi, je voulais faire aussi, plutôt que de faire des jeux stupides, etc., qui veut gagner des millions, je faisais qui veut gagner des rognons. Et donc, pour donner ces organes et pour parler de la greffe d'organes. Il faut qu'on en parle tout le temps. Il faut qu'à chaque instant, on n'ait pas peur de parler. On va tous mourir, c'est une certitude. On a tout ça en commun aujourd'hui, c'est qu'un jour, on ne sera plus là. Parlons-en. Il n'y a pas de peine et de mal à dire ça. Pourtant, c'est très difficile. Pourtant, c'est pas si simple que ça, au-delà de la provocation, parce que c'est intime. Moi, je prends souvent, mais après, c'est mon exemple, c'est ça. Moi, je prends le problème inverse. C'est-à-dire que souvent les gens disent « Ah mais oui, mais j'espère qu'il me reste de ça ». Moi, chaque jour où je me réveille le matin, je dis « Ah, enfin un jour de plus ». Un jour, je dis « Ça y est, j'ai bien vécu, je pourrais mourir de ça, j'ai des enfants, ils sont grands, ils ont un métier, etc. J'ai plus personne n'a besoin de moi sur Terre, etc. Je peux partir. Chaque jour qui m'est donné en plus, c'est un jour où je peux donner quelque chose pour les autres. C'est extraordinaire. Et on ne voit pas sa fin de vie de la même façon.
que de se lamenter Oui. Appuyez sur Speak. Alors, justement, vous parlez de montrer ça de moments de grande audience. Moi, j'ai été cadre d'une coordination de prélèvement et j'ai imaginé un symbole pour signifier qu'on est donneur d'organes et ainsi engager la discussion entre proches. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un symbole ou quelque chose qui puisse dire j'ai écrit quelque part ces directives ou c'est ce que je veux. Voilà. Ouais, enfin, vous avez raison. Moi, je crois qu'il n'y a pas de petit... Comme disait un de nos philosophes, anthropologue, qui vient souvent parler, symbole, c'est ce qui réunit. Hein, Oui. Et donc, le symbole, c'est merveilleux, c'est ce qui va pouvoir... Bon, après, moi, si je me porte un collier avec marqué DA, j'ai peur que, comme c'est pas les initiales de ma femme, ça pose problème. Mais, non, mais... Là, non, ce mais- symbole, il veut dire non, mais vous avez je raison, veux on en offrir parle, à la on en parle, greffe voilà. Oui, mes Mais organes et mes tissus. après, Je le on souhaite. peut imaginer des jeux de cartes, des trucs, des petits Bien sûr. n'importe quoi. L'important, c'est de déclencher la discussion. C'est ça. C'est de déclencher la discussion. Mais oui, bien sûr, c'est important. Oui. Toute dernière encore, parce que... alors, Marc et puis... Oui, moi, ce qui m'a intéressé dans ce qui a été dit, c'est, et puis qui rejoint ma préoccupation personnelle, hein, je parle de manière un petit peu égoïste, mais d'essayer d'imaginer ce futur, cette finitude, comme a dit la philosophe tout à l'heure, dans une sorte de continuité. Qu'est-ce qui a été important dans ma vie ou quelles sont les valeurs auxquelles j'étais très attaché? Et j'aimerais être cohérent avec moi-même et en fidélité avec moi-même jusqu'au bout. Donc, voilà, d'indiquer des choses qui me ressemblent, qui sont moi, plutôt que effectivement les généralités qui mènent pas à grand-chose, hélas. Voilà. Et notamment, effectivement, ne plus être en mesure de reconnaître ses enfants, etc., comme tu l'as dit. Oui, je rejoins ça, mais voilà, cette fidélité à soi-même. Et puis, je pense à un truc un peu plaisant. J'ai entendu récemment Étienne Klein, qu'on connaît tous, et qui disait, vous voulez savoir la différence qu'il y a entre croire et savoir. Dire, je sais que je vais mourir, mais je crois que ça n'arrivera jamais. Oui, mais moi, je crois que ça arrive. Oui. Oui, c'était surtout pour poser une question sur ce que vous avez dit juste avant. C'est-à-dire que oui, très bien, on va positiver notre fin de vie et j'en suis une convaincue, mais les problématiques sur lesquelles on se heurte aujourd'hui, elles sont, il me semble, purement sociétales parce qu'effectivement, on sait tous en naissant, enfin, on est tous supposés mourir le jour où on est, mais aller dire ça à des familles de proches, pour ma part, je bosse en EHPAD, hein, et c'est un exercice quotidien et c'est un pétage de plomb quotidien. C'est quelque chose qui est pas entendable, probablement parce que ça veut dire que si j'accepte la mort de mon aîné, ça veut dire que je suis le prochain sur la liste, mais les soignants aussi. Je suis assez édifiée par les difficultés qu'on a dans les établissements médico-sociaux à faire entendre aux soignants l'idée que peut-être notre rôle, c'est d'accompagner cette finitude dans la dignité, dans tout ce qu'on veut, dans le respect de ce qu'aurait voulu être la personne. Et ça, c'est très compliqué. J'ai souvenir d'une équipe qui m'a dit, mais en fait, là, on ne sait même pas ce qu'il veut. En fait, il est tout seul, il n'a pas d'enfant, donc en fait, peut-être qu'il veut juste mourir. Et en fait, donc peut-être que lui, on peut le laisser mourir. Enfin, en gros, c'était un peu ça. Et moi, c'est vraiment ça qui me pose un problème. J'espère trouver des aides dans mon quotidien, c'est comment faire en sorte qu'on arrête de s'accrocher tous, famille et soignants, à ce sentiment qu'on a issu des 40 dernières années de science où on est condamné à être immortel un peu. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est vraiment en EHPAD, en institution, c'est redoutable en fait. C'est redoutable. Oui, mais enfin, vous avez totalement raison. Mais ce que vous dites pour les proches et en médico-social, c'est vrai à l'hôpital et pour les médecins. Le problème, c'est qu'on projette beaucoup sur la mort de l'autre, qui nous renvoie à notre propre mort, à notre... Comme vous dites, on est le prochain sur la liste, quoi. Enfin, et on se raccroche à ce mythe, à ce fantasme de l'éternité, de la technique toute puissante, de la médecine toute puissante, qui va nous permettre de vivre éternellement. C'est le travail quotidien de philosophie, enfin du philosophe, que de savoir ça. Et vous avez raison, c'est un problème de
d'évolution de société. Quand sous forme de boutade, on parlait de différents symboles ou de différents moyens de communication médiatiques et pas uniquement au moment où il y a des événements, etc., mais d'en parler tout le temps, c'est pour faire évoluer la société, justement, pour que ça devienne quelque chose, et une fois de plus, pas quelque chose de négatif, mais quelque chose de positif pour pouvoir bien vivre jusqu'au bout et vivre correctement jusqu'au bout. Christine, une toute dernière, parce qu'après, Juste aura une plus le temps de dernière manger. chose par rapport à tout ce qui a été dit, et par rapport pardon, à ce que tu soulignais dans le contenu des directives anticipées. Là encore, je suis juriste et je pense que le droit, le législateur a une part de responsabilité dans les termes qu'il a utilisés. Le fait qu'il ait parlé de fin de vie, mais on peut exprimer les conditions concernant la poursuite ou l'arrêt des traitements. C'est peut-être aussi pour ça que les gens se focalisent sur les traitements médicaux et pas sur je voudrais manger des fraises sous mon tilleul, ce qui serait peut-être plus intéressant. Et sur le fait de dire effectivement, il y a peut-être d'autres moyens de les faire connaître ou de les confier à d'autres personnes, il faut être vigilant aussi. Et je pense vraiment, j'insiste sur l'idée d'ambiguïté, d'éviter de garder le côté intelligible. Dans la dernière convention citoyenne qu'il y a eu sur la fin de vie, dans les propositions écrites, et vous pouvez regarder, c'est mentionné dans les 2 propositions écrites, il était envisagé de confier les directives anticipées aux notaires. Mais un notaire, en quoi a-t-il les compétences? C'est pas leur faire injure pour la protection de la personne, et surtout, qui aura connaissance des directives anticipées chez le notaire? C'est pas un testament qu'on ouvre après le décès. Bien sûr, ouais. C'est complètement idiot. Et ce genre de proposition, c'est pour ça, je pense que on devrait effectivement peut-être en parler, se poser davantage, prendre le temps de la réflexion, parce qu'après, voilà, on utilise des mots volontairement flous, vagues, ce qu'on appelle parfois les mots paravents pour pas aborder les discussions qui font peur. On va pas parler de la mort, on va pas parler de l'euthanasie, alors on va dire aide à mourir, comme ça au moins tout le monde est content. En fait, tout le monde sera déçu finalement. Et c'est pour ça que je suis d'accord sur le contenu, mais je pense qu'effectivement le législateur a une grande responsabilité dans tout ça. Voilà. Bah oui. On verra la prochaine loi. Bon, le temps passe, on l'a vu. Je vais donner la parole à Virginie Jérémy, Estelle Laroux et Axel Manéval du Collège des psychologues du CHU de Clermont, qui vont nous faire un retour d'expérience sur leurs différentes abords des directives anticipées et des projets de vie. Merci beaucoup à vous. Vous avez des trucs projetés ou pas? Voilà, si tu me reconnais. Merci. Alors, on a souhaité venir en force, comme vous voyez. C'est un sujet en un temps record, essayer de définir le plus de notions possible. En tous les cas, on a souhaité toutes les 3 aborder les directives anticipées d'un point de vue bien évidemment psychologique et sous le regard des acteurs qui sont concernés. Il n'y a pas qu'un, il n'y a pas que le patient, mais aussi la famille, la personne de confiance qu'on indique régulièrement dans la notion de directive anticipée, et également les soignants, qu'il ne faut pas effectivement laisser pour compte. Ils sont des acteurs partie prenante, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Et puis, donc, cet impact émotionnel chez chacun de ces acteurs, on va aussi parler de la temporalité parce que ça nous semble effectivement important. Et Axel nous fera part d'une vignette clinique qui est assez illustratrice du terrain parce que nous souhaitons faire un petit retour d'expérience. Donc, en ce qui concerne les patients, les directives anticipées sont tout aussi subjectives, bien évidemment, qu'est leur retentissement psychique. Et se veulent très illustratrices du sens que veut donner la personne à sa vie et s'inscrivent très logiquement dans le parcours de vie, tout simplement. Alors on peut bien évidemment les insérer dans ce que l'on appelle les projets de vie, les projets d'accompagnement. La terminologie évolue, mais on tend vers quelque chose de plus accompagnant plutôt que de guidant. Étymologiquement, les directives nous interpellent quand même, car se traduit par le fait de donner une directive en ligne droite, sans détour, de manière déterminée. Et rajouter à cela la notion d'écriture,
qui est un engagement fort, très puissant, d'engagement personnel très très fort pour la personne. Et pour le patient, cela reflète souvent une notion d'immuabilité, d'irréversibilité. Alors, bien que la loi prévoit le côté révocable de ces directives-là, au temps de l'échange, il y a quand même ce poids de l'irrévocabilité qui flotte dans l'esprit des patients. Ça peut être très anxiogène ou rassurant, selon la personnalité de la personne, si et ce genre de notion-là, il faut la connaître, savoir si la personne a besoin de contrôle ou pas, savoir si la personne veut être dans l'instant présent ou pas. Auquel cas, ça peut être soit très ambivalent, soit très rassurant, soit perturbant pour la personne. Cela pose aussi la question de la légitimité de la retranscription de l'oral, en alternance avec cet écrit-là, puisqu'il y a quand même des attitudes et des gestes, également des interpellations qui ne sont pas parlées, qui ne sont pas dites, et comment retracer l'indicible des émotions dans quelque chose qui est figé, gravé dans le marbre à un moment donné. Ça pose toute la question de la relation et de l'échange à ce moment-là. Le patient se voit aussi contraint d'élaborer psychiquement un conflit entre deux notions, deux données, qui est pour la plupart très technique, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est apporté par l'extérieur, avec plus ou moins avec une vraie volonté de vulgarisation, mais avec une précision qui ne peut pas être exhaustive. Et la donnée affective qui s'impose à la personne elle-même, où il va y avoir une contingence de facteurs. On parlait des enfants, on parlait de la famille, on parlait du sens que l'on donne soi-même à sa vie et de l'intention que l'on va porter pour la suite des événements. Donc se pose la question, bien évidemment, de cette légitimité, la retranscription dans la relation humaine, pour essayer de définir ce qui est on ne peut pas retracer de manière parfaite un échange avec toute la communication verbale et non verbale. La recherche de ces directives conduit à une charge émotionnelle non négligeable pour la personne et parfois prédispose pour la suite. Ce qui est important pour elle, c'est qu'effectivement, elle va devoir se positionner sur quelque chose qui va conduire à la modification de ses schémas de vie, de ses croyances également, parfois induites par des représentations qui sont pour elles-mêmes arbitraires, pour autant très techniques pour le médical. Alors certains patients normalisent parce qu'ils sont tout à fait inscrits dans ce questionnement face à leur propre finitude, ou alors parce que ça s'inscrit dans une histoire familiale, dans une histoire de vie, et donc ils sont quand même très au fait et en recherche de documentation également. Donc c'est un processus qui est souvent normalisé. Parfois, il est aussi banalisé, avec la redondance de cette notion de contractualisation, qu'on en parle beaucoup, on a une volonté d'accueillir les patients avec cette expression, cette verbalisation de leurs souhaits, et finalement, certains le véhiculent, l'entendent trop souvent et ont une représentation beaucoup trop banale de la valeur et de l'implication de ces directives anticipées. Parfois, certains patients ne se posent même plus la question, ne réfléchissent plus et disent non mais moi de toute façon vous n'avez qu'à demander à mes enfants. Ils passent très vite à certains sujets. Et puis d'autres personnes sont confrontées à une vraie violence par rapport à ce questionnement, à cet échange-là. On leur suggère des questions qu'ils n'avaient absolument pas envisagées dans un premier temps et qui s'imposent malgré eux. Alors aussi la liberté de pouvoir ne rien dire du tout, je l'ai entendu tout à l'heure, mais c'est aussi ça, la liberté individuelle, c'est de ne pas avoir envie d'en discuter aussi, ni avec ses proches, ni avec les professionnels. Il y a une notion d'extrême gravité aussi qui s'impose à eux, alors que finalement, l'explication d'une intervention, d'une hospitalisation ou d'une prise en charge quelconque et d'un accompagnement ne suggérait pas forcément ce genre de gravité. Rien que le fait de le signifier, de le marquer, indique aussi, donne la représentation d'une extrême gravité à la situation qui peut rentrer en difficulté pour la personne.
On avait envie également de parler de l'intégration des familles dans le processus, comme je le disais tout à l'heure, comme on l'a déjà dit aussi au préalable, qui doit être bien évidemment recherché auprès du patient. Les soignants, bon interlocuteur, bienveillant, se posent tout de suite la question, mais qui va venir à cette rencontre, à cet échange? On a envie de dire, posons la question à la personne concernée, puisqu'il y a différentes choses qui se jouent pour lui. Ça peut lui permettre d'être légitimé en tant que personne sociale, interagissant avec ses proches aussi. Ça peut lui indiquer de la valeur et de la puissance. Et cette puissance-là, elle est aussi dans la dynamique familiale. Et on ne peut pas la négliger, ce qui nécessite également une importante investigation en termes psychologiques de toute la référence qui interagit avec la personne et qui fait de lui ce qu'il est. Parfois, le patient peut rechercher un soutien important, une forme de protection également, et de filet, de bouée de sauvetage un petit peu. Certains entretiens se déroulent avec des regards perpétuels auprès des familles, et la plupart du temps, les familles disent « Ah non, mais c'est pas à nous qu'il faut demander, dis ce que tu veux, nous, on n'est pas là pour commenter ». En revanche, le patient a vraiment besoin de soutien et de protection dans ces moments-là. Certains patients souhaitent ne pas associer leurs proches, c'est une chose aussi à respecter, ce qui nous pose des difficultés parfois, parce que ce n'est pas forcément très entendable pour les familles. Certains patients ont donc craignent le jugement et ont envie aussi de ne pas générer de souffrance à l'évocation de certaines projections sur leur fin de vie. Donc c'est une mesure également de ménagement. Ils craignent parfois l'émergence de tensions parce qu'effectivement, comme on disait préalablement, ça fait naître des conflits d'intérêts entre les membres de la famille. Certains ne sont pas d'accord. Oui, effectivement, parler de la finitude des parents ou des enfants, en tous les cas des proches, concourt à un questionnement aussi personnel projectif. Donc ça peut faire apparaître des tensions importantes ou tout simplement parce que certains patients considèrent qu'ils doivent être seuls face à cette introspection anticipatoire. La famille, donc, elle peut être facilitatrice, mais aussi inhibitrice. Alors, on parle de famille, mais effectivement, on peut remettre mettre dans la boucle tous les mandataires judiciaires et les tutelles qui ont à cœur de protéger les personnes qu'ils représentent ou qu'ils accompagnent. Donc la personne de confiance, on associe systématiquement aux directives anticipées. Elle est souvent confondue sur le terrain avec la personne à prévenir et la personne référente familiale, ce qui pose un gros problème sur la représentation du rôle à tenir quand il s'agit Alors, quand on recueille les directives anticipées, les personnes qui se sont auto-désignées personnes de confiance bien souvent se définissent dans un rôle très très simple et sont tout à fait enthousiastes pour pouvoir porter la parole de la personne. Néanmoins, quand elles doivent être sollicitées au moment le plus important, on observe des mouvements de panique ou des angoisses ou alors une recrudescence de substitution par rapport à la personne. C'est-à-dire que bien évidemment, la personne de confiance est sollicitée très souvent quand la personne ne peut plus verbaliser, n'est plus en mesure de communiquer. Et auquel cas, il y a quand même des conflits d'intérêts qui s'imposent parce que l'émotion est trop importante. Certains, alors on l'observe souvent dans le contexte familial où il y a une substitution du patient qui est recherchée par les proches en disant mais de toute façon demandez-lui pas, il ne saura pas, regardez, il n'est plus en mesure de. Donc il y a dans ce cas de figure-là une difficulté entre continuer de faire entendre et de faire accepter, de faire entendre et comprendre les choses à la personne de confiance, ou alors de légitimer sa prise de position. Et dans ce cas de figure-là, pour l'avoir testé une fois, la personne de confiance, une fois qu'on légitime sa ferveur à l'opposition, et ben finalement ça pèse et devient plutôt une bonne collaboratrice pour l'intermédiaire de parole vis-à-vis de ça. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte et on l'observe très souvent dans le phénomène, dans le fonctionnement inhérent aux familles sur l'inversion des générations. Vous l'avez régulièrement observé sur le terrain.
à partir du moment où la personne cognitivement ne peut plus s'exprimer ou alors est supposée ne plus pouvoir l'être à cause de cette raison perdue, les familles prennent le relais de manière plus ou moins anxieuse également, comme si elles se donnaient pour mot d'ordre de faire office de parents à un moment donné. Et là, le positionnement en qualité de personne de confiance est très difficile. Pour terminer, juste une évocation, parce que je sais qu'Éric l'évoque largement, pour parler des soignants. Ils ne sont pas à négliger pour autant, hein, bien évidemment. Ils font on rappelle, hein, leur mission propre est de faire du corps à corps avec la personne. Et on leur demande, dans cette dynamique-là, de prendre un pas de recul, ce qui est extrêmement difficile pour eux. On le voit à maintes reprises, et on l'a vu dernièrement tous les deux également. Il y a un biais de projection énorme que les soignants ont de plus en plus de facilité à verbaliser parce qu'on les accompagne dans ce sens-là, mais également les limites dans leur capacité d'entendre, de comprendre et surtout d'accepter le choix des patients parce qu'ils sont en conflit vis-à-vis de leur démarche de poser un acte sûr, alors que dans ce cadre-là, on leur demande d'accompagner et de se situer dans une proximité contrôlée et équilibrante vis-à-vis de la personne. Donc c'est une vraie difficulté pour eux. Et encore une fois, il s'agit de se tenir à côté de la personne et on leur demande ce pas de recul qui est extrêmement compliqué à observer pour eux. Ça fait vraiment conflit et on a à cœur de pouvoir accompagner les soignants dans ce sens-là pour un petit peu les répartir le poids de cette responsabilisation-là. Donc ça ne va pas sans la temporalité qu'on souhaite aborder dans ce sujet-là. Et je vais laisser la parole à Virginie. Merci Estelle. Donc l'autre notion dont vous parler, comme disait Estelle, c'est la notion de temporalité qui pour nous est importante lorsqu'on parle de directive anticipée. On le sait, la situation dans laquelle se trouve la personne, le vécu qu'elle a et les émotions qui en découlent ont un impact et les directives anticipées ne font pas exception. Alors pourquoi il y a plusieurs points sur lesquels on voulait revenir. La première chose dont Estelle a commencé à discuter, le simple fait de demander à une personne ou de lui proposer de commencer à penser, imaginer, cheminer au sujet de ce qu'elle souhaite et aussi de ce qu'elle ne souhaite pas pour sa vie et sa fin de vie, va avoir un impact émotionnel. On peut même parler d'amplificateur émotionnel. Donc, comme Estelle le disait, vous avez deux cas de figure, enfin plusieurs cas de figure en tout cas. Vous avez des personnes pour lesquelles le simple fait d'éclaircir, de rendre l'inconnu un peu plus connu, va avoir ce poids apaisant et rassurant que peuvent être les directives anticipées. Mais il faut aussi accepter que pour certaines personnes, il y a l'imaginaire de la dangerosité, il y a les craintes qui peuvent être renforcées. Et ces personnes-là n'auront pas le même vécu et très certainement peut-être pas même la même envie et les mêmes motivations à rédiger ces directives anticipées. La deuxième chose à prendre en considération, c'est l'impact du contexte. Est-ce qu'on propose ou est-ce qu'on discute et informe de l'existence de ces directives anticipées chez un jeune adulte de 20 ans, 25 ans en pleine santé? Est-ce qu'on le propose à quelqu'un de 50 ans à qui on vient de faire l'annonce diagnostic? Est-ce qu'on le présente aux personnes âgées lorsqu'elles rentrent en EHPAD? De comparer, on va dire, une situation de normalité à une situation, on va dire, de crise, entre guillemets, fait que les directives anticipées peuvent et ne sont très certainement pas accueillies de la même manière. Et c'est pour ça que nous, il nous semblait important de discuter du moment, de cette temporalité, de choix du moment, de laisser la personne choisir à quel moment elle va ressentir le besoin ou l'envie avant même de rédiger, de réfléchir à ce qu'elle souhaite et ne souhaite pas, parce que ce n'est pas forcément une réflexion que tout le monde a déjà menée. Sur le choix du moment également, on parle également de contexte. Pardon, la personne qui se retrouve dans un contexte de crise, comme on le disait, ou même de normalité chez quelqu'un de 25 ans qui décide de rédiger ses directives anticipées, ça nous paraît peu réalisable de se dire que le recueil de directives anticipées est un recueil à un moment.
on va informer la personne sur ce que sont les directives anticipées, on va la guider, on va discuter, on va essayer de lui proposer un temps de réflexion, d'espérer que tout ça ne peut se passer qu'en un instant donné et que la personne ait le temps d'intégrer et de le vivre de la meilleure des manières nous paraissait peu probable. Et pour ça que nous, quand on en parlait et qu'on travaillait, on se disait, est-ce que il ne faut pas mieux concevoir sur plusieurs temps de réflexion, c'est ce que disait M. Bazin juste avant, de proposer plutôt un moment de discussion, d'échange et que la personne ait le temps de cheminer, de justement choisir son moment où elle se sentira prête à rédiger ses directives. L'autre notion qui nous paraissait importante, c'est de parler de disponibilité psychique et émotionnelle. Alors, on parle de la personne qui donne, mais on parle aussi de la personne qui reçoit. La personne qui reçoit, qu'il soit médecin ou qu'il soit, comme on peut le voir même notamment dans certains EHPAD de par expérience, un binôme avec un médecin et un autre professionnel de santé, doivent également se retrouver dans une situation de disponibilité. Disponible pour ne pas comprendre, pour écouter, pour ne pas juger, pour accepter les peurs, les craintes, justement en fonction de ce qu'on a dit un peu avant sur le vécu de la personne. L'impact de l'accompagnateur, dont a parlé Estelle Laroux juste avant, est important. Ça peut être la personne qui recueille, donc le médecin, le psychologue, l'infirmière, comme on peut voir dans différents établissements. Mais le patient peut également souhaiter être accompagné d'un proche. Donc on parle de famille, ça peut être un ami, un médecin traitant, peu importe, quelqu'un qui l'a choisi. Il est important de libérer le patient de cette peur du jugement qu'il peut avoir. On peut avoir des craintes, on peut avoir des incompréhensions, on peut juste ne pas avoir envie et vivre les directives anticipées comme un impératif, ce qui malheureusement peut arriver des fois. Donc c'est un moment à apprendre aussi à préparer l'accompagnement et les accompagnateurs à cet exercice-là. Quand on parle de temporalité, on voulait également mettre l'importance sur l'aspect évolutif des directives anticipées. Cette impression que ça peut être gravé dans le marbre et qu'une fois qu'elles sont écrites, ben voilà, c'est comme ça, peut rajouter un facteur anxiogène chez les patients. On parlait de support. On est tous tombés d'accord sur cet aspect également des supports qui sont peut-être à penser différemment. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un support écrit? C'est ce que vous disiez. Est-ce qu'on peut plutôt penser un support oral? Est-ce qu'on peut passer plutôt par des temps de réflexion, des groupes d'échange, de la communication? On communique très peu sur l'existence des directives anticipées. Il existe des choses. Les personnes ont accès, on discutait entre nous sur mon espace de santé, les personnes peuvent aujourd'hui déposer leurs directives anticipées. Je pense que du grand public, à l'heure actuelle, c'est très peu connu. Je laisserai ensuite la parole à Axel pour vous parler de choses un peu plus pratiques et je ne veux pas empiéter sur ce qu'elle va présenter, mais on sait qu'il existe également d'autres outils. On a parlé des fiches SAMU-PALIA, des choses peut-être qui font un petit peu moins peur ou qui sont des fois vécues de manière un peu plus pratico-pratique, on va dire, par les patients et qui peuvent donc, à l'heure actuelle, je pense, être pensées dans l'accompagnement. On parle également projet de vie dans les outils qui existent aujourd'hui, notamment en établissements médico-sociaux où ça se fait normalement quasi systématiquement. Nous, l'idée qu'on en avait à l'heure actuelle, c'est que ça peut être compliqué d'imbriquer le projet de vie aux directives anticipées. Le projet de vie, par définition, parle de vie. Lorsqu'on va aller en parler aux patients, aux résidents, on va le présenter comme un projet de vie. Si on est amené à lui parler des directives anticipées, on va inévitablement lui parler de mort, de fin de vie. Donc les deux, pour le coup, nous paraissent difficiles, ne serait-ce que de les présenter au même moment, d'avoir un recueil au même moment. On voit plus les choses de manière un peu plus complémentaire. Le recueil de vie, l'histoire de vie, la singularité de la personne sont normalement présentes dans un projet de vie et pour le coup peuvent être utilisées dans les directives anticipées. C'est plus de cette manière qu'on a tendance à voir les choses, après propre à chacun. Et je vais laisser la parole à Axel pour clôturer. Alors, quand on a préparé cette intervention toutes les trois, on s'est dit que plutôt que de conclure, on allait vous entraîner dans une situation de terrain, donc la situation d'un patient qui a été accompagné sur mon unité de soins palliatifs où je suis psychologue au CHU. Donc, ce patient avait une 50aine d'années.
Il était atteint d'une sclérose latérale amyotrophique, donc une maladie de Charcot, et était donc très au clair sur l'évolution de sa pathologie. Pour le coup, pour la maladie de Charcot, les patients anticipent au fur et à mesure la dépendance qui va venir et l'ensemble des pertes, et sont accompagnés par des équipes spécialisées en l'occurrence en neurologie. Donc ce patient avait demandé à rencontrer un des médecins de mon service, le docteur Tarot, qui propose des consultations pour accompagner les patients, pour les aider à rédiger leurs directives anticipées. Elle a vu plusieurs fois ce patient et puis au bout de quelques consultations, elle en a parlé avec moi et ils se sont mis d'accord tous les deux pour m'inviter en fait à leur consultation conjointe, en faisant le constat que rien n'était encore écrit des directives anticipées. Donc ça faisait, je crois, 2-3 mois qu'elle le voyait et ils n'arrivaient pas à mettre par écrit quelque chose le concernant. Donc je suis allée à ces consultations. J'ai assisté à plusieurs consultations, je crois, pendant 2 mois, pour à un moment donné leur communiquer mon impression qu'on ne rédigerait jamais de directives anticipées. Qu'est-ce qu'on a en fait expérimenté ensemble? Qu'est-ce que j'ai pu constater de ces consultations? C'est qu'en fait, il avait trouvé un professionnel de santé, un médecin, pour aborder avec elle, au fur et à mesure, ce qui vivait de la pathologie. Il attendait en fait de ce médecin, au fur et à mesure, d'apprivoiser aussi ce qui lui arrivait. Qu'elle puisse, au fur et à mesure, lui expliquer en fait ce qui se passait dans son corps. Les consultations étaient violentes. J'assistais à certains moments à des grands moments de colère de ce patient où il l'invectivait en lui disant qu'elle n'avait pas de solution à ce qu'il vivait, la rendant responsable au niveau de la médecine puisqu'il n'y avait rien pour le guérir, il n'y avait rien pour empêcher cette dépendance qui arrivait. Et régulièrement, il lui disait « je partirai en Suisse ». Quand je serai complètement dépendant. Et ça rejoint ce que tu disais, Jean-Étienne, tout à l'heure, c'est que ce qu'il imaginait, c'est que la limite du coût du supportable, c'était la perte avec cette impossibilité à faire lui-même sa toilette. C'est souvent une des limites qui est posée par les patients. Donc régulièrement, il lui disait de toute manière, un jour, je partirai, un peu comme la menace ultime. C'est pas vous non plus qui avez la maîtrise, c'est moi qui ai le contrôle. Qu'est-ce que j'ai pu en fait expérimenter avec eux? C'est qu'elle a résisté en fait à ces attaques qui lui permettaient aussi d'exprimer tout l'insupportable et l'horreur de sa maladie. Une maladie pour autant qu'il a apprivoisée par la relation thérapeutique qu'il avait avec elle. C'est-à-dire qu'au niveau identitaire, qu'est-ce qu'il vivait dans la relation avec ce médecin? C'est qu'il restait un homme, en fait, à ses yeux. Il s'est senti considéré, il s'est senti exister, en fait, avec elle jusqu'au bout. Il a pu, au fur et à mesure, évidemment, être aidé aussi au niveau des symptômes. Il y a des douleurs qui se sont installées. Il a eu besoin de matériel, d'adaptation à son domicile. Et donc, ce qu'ils ont expérimenté en fait ensemble, c'est ce qu'on voit au niveau international. C'est ce concept que Pascal Vassal abordera cet après-midi, l'Advanced Care Planning, c'est-à-dire que les directives anticipées en fait, ne serait qu'un motif pour pouvoir aborder ensemble, ouvrir ensemble un espace pour pouvoir vivre ensemble la maladie et peut-être aussi l'anticiper. Questionner en fait les professionnels autour de soi sur qu'est-ce qui va arriver et qu'est-ce que vous ferez si ça arrive. Ça veut dire que ces questions-là, il y a un interlocuteur pour les poser et c'est bien sûr un processus, quelque chose qui ne s'arrête jamais. Peut-être qu'à un moment donné, l'écrit ferait prendre le risque d'arrêter en fait ce processus. Quand je leur ai dit à un moment donné que peut-être qu'il fallait qu'on laisse tomber cet objectif des directives anticipées, puisque je voyais que rien à chaque fois ne pouvait être écrit à la fin de la consultation, ils ont convenu ensemble de continuer en fait à se voir, continuer les consultations sans avoir cet objectif absolu d'écrire des directives anticipées.
À un moment donné, il a souhaité être hospitalisé dans notre unité de soins palliatifs, où il est décédé. Il a été sédaté au moment où, au niveau respiratoire, c'était plus supportable pour lui. Et dans une relation, je crois, jusqu'au bout, en fait, de confiance, à la fois avec ce médecin, mais aussi avec toute l'équipe. Alors, est-ce que les directives anticipées, là, auraient changé quelque chose ? À sa fin de vie, je ne crois pas, parce qu'en fait, il est resté jusqu'au bout, en capacité aussi de dire ce qu'il souhaitait. C'est là où même dans les maladies neurodégénératives, même dans ces pathologies qu'on peut anticiper, les directives anticipées, en fait, restent d'une portée limitée. Par contre, ça ouvre un espace de discussion avec des médecins et puis peut-être avec soi aussi. C'est-à-dire que ce patient, c'est des questions qui pouvait lui-même aborder, se poser, et du coup qui pouvait aborder avec des professionnels. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, c'est ce que tu disais, de tous les patients. C'est donc un gros bordel. Merci. Merci. Je suis très admirative, je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Parce que finalement, je pense que les directives anticipées, la rédaction, c'est une sorte de pare-feu, je vais dire aussi de pare-fou, et c'est une sorte de tricot stérile, justement, pour essayer d'éviter la solitude. Et dans les directives anticipées, pas dans les directives anticipées que j'ai vues en France, mais en Suisse, la notion par qui vous voulez être accompagné est essentielle. Et là, vous avez la personne, docteur Tarot, je crois, non? C'est génial. Elle a, à son insu, fait un accompagnement tout à fait admirable jusqu'à la fin de vie. Je trouve que c'est une belle réussite, en fait, qui dispensait des directives anticipées, qui a remis de l'intériorité du droit à l'existence. Alors, je suis souvent très fière des médecins avec lesquels je travaille. Et elle, en l'occurrence, je peux le dire très tranquillement, elle n'est pas ici. Peut-être que je peux juste compléter, parce que disait Virginie tout à l'heure, ce qu'ils ont quand même rédigé ensemble, c'est ce qu'on appelle la fiche SAMU-PALIA. La fiche SAMU-PALIA, donc ça existe partout en France, c'est quand un patient est atteint d'une maladie grave et qu'il est à son domicile, vous pouvez alerter le SAMU avec différents éléments qu'on va remplir avec le patient. Et donc, il avait rempli avec le docteur Tarot cette fiche SAMU-PALIA en disant qu'en cas de détresse respiratoire à domicile, il souhaitait que le docteur Tarot soit appelé et qu'il soit hospitalisé dans notre service. Ce qui lui a permis, effectivement, de venir directement dans notre service quand ça s'est avéré nécessaire, sans passer par les urgences. Donc, il y a d'autres dispositifs, effectivement, que les directives anticipées et qui sont peu connus en France. Ça fait pourtant des années que la SFAP, la Société française d'accompagnement palliatif, a mis en place, du coup, ce dispositif. Oui, après, on est quand même dans des contextes, puisqu'on parlait de contextes très différents. Un patient qui est pris en charge par une équipe mobile, par quelqu'un qui va l'accompagner, ou qui avec sa propre équipe de soins envisage l'avenir, envisage de comment les choses vont évoluer, j'allais dire, effectivement, on peut se passer des directives anticipées. Quand on parle des directives anticipées écrites par des gens qui ne savent pas par qui ils seront soignés dans 10 ans, dans 20 ans, enfin cette projection. Et la vraie question qui peut se poser, c'est en dehors justement de ces maladies évolutives, de ces prises en soins par une équipe, et il y a donc une logique de la prise en charge, à quoi servent réellement les directives anticipées? Est-ce que ça a une réelle valeur? Alors qu'on n'arrête pas de nous rebattre les oreilles en disant il faut les écrire, il faut les écrire, il faut les écrire, parce que c'est un critère que je ne sais pas quoi.
peut-être un critère de ce dont on parlait ce matin, c'est-à-dire que les gens se préoccupent de leur fin de vie, mais il y aurait peut-être d'autres moyens de le savoir. Voilà. Et initialement, d'ailleurs, avec la loi de 2005, alors c'était pas tout à fait le cas, mais beaucoup de juristes avaient analysé la loi de 2005 comme les directives anticipées faisant partie intégrante de maladies chroniques évolutives. Et finalement, il n'y avait pas cette partie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve les deux versants dans les documents qui sont proposés par la HAS. Et puis, ça a été généralisé en 2016 en disant il faut que tout le monde les écrive. Et puis, il faudrait arriver à 100% des gens qui les écrivent. Mais quel est l'intérêt? Que mettre? Moi, je ne sais pas quoi mettre. Je vous ai mis ce matin, je vous ai écrit mes directives anticipées que j'ai écrites ce matin parce que tous les jours, je les réécris parce que je sais pas, mais parce que je ne sais pas quoi mettre dedans. Je n'en sais rien le jour où ça m'arrivera. Ce qui est quand même différent de quelqu'un qui est pris en charge. Alors là, en l'occurrence, ce patient était à son domicile sans équipe mobile de soins palliatifs. Oui, mais enfin, d'accord. Il y avait eu une rencontre. D'accord, Et mais pour voilà, le il y a eu une rencontre, il y a eu de ça. Enfin, c'était un suivi et une possibilité de suivre dans le service même de. Ce qui normalement devrait être proposé par les médecins généralistes. Oui. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Avec les maisons de santé pluriprofessionnelles, aujourd'hui, on a des médecins généralistes qui sont de plus en plus formés. Je suis plus optimiste que toi. Tant mieux. Et qui doivent pouvoir être interlocuteurs aussi avec les patients à leur domicile, avec des pathologies qui peuvent ne pas être aussi évolutives que les SLA. Cet espace de réflexion devrait pouvoir être ouvert pour tous les patients en réalité. Oui. Voilà, ce que je trouve un peu aussi qui a abîmé les directives anticipées, c'est le fait que ça fasse partie de l'accréditation et que ça soit quelque chose qui est un indicateur comme quoi on fait des bons soins parce qu'on a coché directives anticipées. Et donc, je crois que c'est un peu une injonction à tout le personnel que de faire chercher. Et ça, c'est pas ça le but justement. C'était de permettre à la parole du patient d'être écoutée, entendue, et non pas de remplir un indicateur. Donc, je trouve que c'est vraiment désolant de voir comment c'est fait et combien on fait des formations justement pour que chaque soignant cherche bien les directives anticipées sans voir combien c'est compliqué de parler avec le patient de sa fin de vie, etc. Donc je trouve que c'est vraiment dommage. Problème des indicateurs. Alors, deux interventions. À vous, la parole, ensuite. Oui, vis-à-vis du sens de la vie et de ses croyances, en fait, l'histoire de temporalité aussi. Est-ce qu'on n'a pas abordé quelque chose qui serait l'accompagnement spirituel? Est-ce que ça vous est, comment dire, ça peut vous être utile parfois de faire intervenir quelqu'un ou d'identifier chez un patient qu'il a besoin d'être accompagné à ce niveau-là, même s'il n'est pas dans une croyance? Alors, au détour de notre expérience, effectivement, puisqu'il y avait cette notion d'injonction et d'impératif de recueillir des directives anticipées sous un versant plutôt technique, la plupart des personnes qu'on a rencontrées n'ont pas opté pour ce versant-là. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement, comme on disait tout à l'heure, le sens de leur vie n'est pas forcément orienté du bon côté, avec toute la terminologie, tous les documents qui sont accessibles au grand public, d'ailleurs sur les sites. Cette notion d'accompagnement, et Jean-Étienne, vous le disiez tout à l'heure, simplement manger des fraises, être auprès de telle et telle personne, je veux qu'on m'habille de telle et telle manière, ça fait partie aussi du sens et de la portée que l'on veut se donner en qualité identitaire. Et pour autant, les croyances sont très minimisées. Pour le coup, moi, je ne l'ai pas rencontré encore. Je l'évoque au détour d'un échange, mais qui est long, qui est de l'ordre d'un suivi chronique, là pour le coup. J'aime autant parler d'accompagnement dans la distance, dans la durée, facilitateur ou pas, parce qu'on prend souvent le temps d'élaboration n'est souvent pas considéré. Et pour autant, il fait partie de la constitution même de ce que l'on veut savoir pour soi-même. Et les croyances ne sont pas souvent évoquées par les patients eux-mêmes. Effectivement. Jacques. Et après, on arrête parce que sinon, on n'aura pas le temps de manger. Oui, j'avais deux points sur lesquels je voulais réagir. D'abord, en tant que j'étais très longtemps médecin traitant,
par rapport à ce que tu disais sur la disponibilité des médecins pour aider à remplir des directives et le rôle des maisons de santé. Moi, puisque je suis là aujourd'hui, très intéressé par ces questions-là depuis longtemps, et je ne sais pas si j'ai fait remplir plus d'une dizaine de directives anticipées sur les 1000 ou 1500 patients que j'avais, essentiellement pour des problèmes de temps. Et là, je pense qu'il y en a une réflexion à mener, notamment en maison de santé, par rapport à certains paramédicaux, je pense notamment aux infirmiers en pratique avancée, qui peuvent peut-être avoir, c'est dans des projets, et qui puissent participer et aider à remplir. Et la deuxième question, c'est en tant que médecin d'EHPAD, ce qui est ma fonction maintenant, je trouve qu'on a un grand problème de vocabulaire. C'est-à-dire qu'en fait, on parle directive anticipée. C'est le terme totalement admis, à commencer, notre collègue nous l'a dit tout à l'heure, par les régulateurs SAMU, pour lesquels c'est la première question. Est-ce qu'il a rempli les directives anticipées ? Et en fait, ce n'est pas des directives anticipées, le plus souvent, c'est des souhaits de vie ou de fin de vie, exprimés parfois par la personne quand elle a un état cognitif correct, mais bien souvent par la personne de confiance ou l'entourage familial, pourtant dont les infirmières sur le terrain ont grand besoin pour pouvoir répondre en urgence aux questions qui se posent, pour pouvoir répondre aux régulateurs. Dans nos logiciels, on n'a pas le choix, ça sort en directive anticipée. C'est comme, enfin, pas tant tous, mais dans ceux que je connais. Et je trouve qu'on a un problème de vocabulaire qui n'est pas très facile à régler. C'est-à-dire qu'on a vraiment glissé de la notion de directive anticipée avec toute la rigueur qu'on peut donner, qu'on a donné ce matin dans nos définitions, à la pratique qui est est-ce que la famille sera d'accord pour une hospitalisation ou pas, est-ce que la personne est d'accord pour une hospitalisation ou pas, etc. Et ça ressort en directive anticipée. Un commentaire ? Il y a aussi la notion des souhaits qui est à rapprocher bien évidemment avec je vais vous expliquer qui je suis et vous saurez, vous, alors souvent quand on interroge un petit peu plus les patients, en fait moi je ne sais pas quelle est la technicité qu'on va utiliser pour m'aider à vivre mieux, confortablement. Bien souvent, alors dans le contexte de l'EHPAD où je travaille, toutes les personnes qui arrivent à cette situation-là me disent mais en fait on ne savait pas ce qui allait se passer et on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est une histoire de chaque cœur, chaque instant, et c'est un petit peu suspendu à leur esprit de dire mais demain comment je vais être. Donc c'est extrêmement compliqué pour eux de définir précisément ce qu'ils attendent. En revanche, ce qu'ils souhaitent souvent, c'est de définir une globalité, de ne pas souffrir. Et en charge, effectivement, au corps médical de pouvoir donner l'orientation, de dire je veux surtout pouvoir communiquer avec mon fils, ou alors je veux me sentir vivant. Effectivement, il y a certaines, comme vous disiez Jean-Étienne, certaines technicités que le corps médical connaît, avec une sensibilité très approfondie, qui permettra de dire oui, cette personne pourra se sentir vivant avec une marge de doute, bien évidemment, mais en tous les cas, avec cela, je pourrais lui apporter un sentiment de vie. Et ça n'a pas de prix pour les personnes. Et puis, fondamentalement, c'est de dire, au détour de la croyance également, à travers ceux auxquels je crois, je suis donc, vous savez, ce que j'ai envie pour moi-même. Et donc, avec tous les acteurs autour qui interagissent, nombreux sont les familles, nombreux sont les caractéristiques familiales, et nul doute qu'il y a certaines divergences on ne peut plus compliquées à accompagner la plupart du temps dans ce cadre d'accompagnement. Donc oui, c'est plutôt je suis, donc vous saurez ce qu'il faut faire pour moi pour définir mon confort de vie. Ok, merci. On va rester sur cette perspective qui va nous faire évoluer aussi cet après-midi. Merci beaucoup à vous, merci à tous les intervenants de la matinée. Petite pause repas rapide et rendez-vous à 1h moins le quart. Décidément, 2h moins le quart. 2h moins le quart pour reprendre. Ce que je vous propose, si ça ne vous dérange pas cet après-midi, c'est qu'on fasse l'après-midi d'une seule tenue sans nécessairement de pause, de façon à ce que ceux qui ont des routes à reprendre puissent partir au plus vite. Bon appétit.